Bonsoir. Je vous propose de regarder aujourd'hui quelques cartes du continent africain. Ce continent, pour des raisons historiques, a longtemps été, comme on dit, le précaré des Européens et de la France en particulier, en tout cas pour l'Afrique de l'Ouest et du Nord. Or, depuis quelques années, les États-Unis montrent par leur intérêt pour ce continent qu'ils ont désormais une vision stratégique. Alors essayons de faire la synthèse. Il y a 53 États en Afrique, 850 millions d'habitants en 2005, et ce continent concentre presque la totalité des réserves mondiales de chrome au Zimbabwe et en Afrique du Sud, 90% des réserves de platine en Afrique du Sud, 50% des réserves mondiales de cobalt, surtout en République démocratique du Congo et en Zambie, du gaz, du pétrole, surtout au Soudan, dans le golfe de Guinée, dont le Nigeria, qui est aujourd'hui le 9e producteur mondial de pétrole. On trouve aussi d'importantes réserves en or, diamants, manganèse, du cuivre, du fer, de l'uranium, du charbon. Donc, ce continent est riche, et donc il est logique qu'il intéresse les Américains. En mai 2000, d'ailleurs, le Congrès des États-Unis a adopté l'AGOA, c'est-à-dire African Growth and Opportunity Act, qui est une loi sur la libéralisation des échanges et la croissance en Afrique. 37 États d'Afrique subsaharienne peuvent avoir un accès facilité au marché américain pour certains produits, notamment le textile. Et pour les États-Unis, ce programme s'intègre dans un projet de conquête de marché qui était jusque-là plutôt réservé aux Européens. Bien, mais parmi toutes ces ressources qu'on vient de mentionner, c'est avant tout le pétrole et le gaz qui intéressent les compagnies américaines. Qu'on en juge. En Angola, c'est la compagnie Chevron qui contrôle 75% de la production, les puits étant surtout localisés dans l'enclave de Cabinda. Depuis 2003, plusieurs compagnies américaines explorent les eaux du golfe de Guinée, sous souveraineté du Nigeria, de la Guinée équatoriale, des îles de Sao Tomé et Principe. 14% du pétrole consommé aux États-Unis en 2005 provient du continent africain et on devrait atteindre les 20% dans la décennie 2010. On note aussi qu'un oléoduc a été ouvert en 2004 entre le Tchad et le Cameroun, entre Doba et Kribi, et il est géré par un consortium dirigé par ExxonMobil et Chevron. Un autre, entre le Tchad et le Soudan, est actuellement à l'étude. Alors avant toute autre matière première, les investissements américains en Afrique se concentrent sur le secteur pétrolier et sur certains États. 40% des investissements directs étrangers américains en 2002 étaient dirigés vers seulement l'Afrique du Sud, l'Angola et le Nigeria. Alors tous ces choix répondent à des objectifs stratégiques. Et pour comprendre, changeons d'échelle. D'abord la diversification. Depuis le choc pétrolier de 1973, la part des importations américaines en pétrole du Moyen-Orient est passée de 25% à 15%. Ensuite la proximité. Le golfe de Guinée est en face de la côte est américaine, de l'autre côté de l'Atlantique, et cette relative proximité est vue comme un atout. Ça réduit les risques de rupture d'approvisionnement, et comme les variations des prix du pétrole sont liées à un marché et non pas à une région, alors autant acheter au plus proche et au plus sûr. Car il y a aussi les questions de sécurité. Les attentats du 11 septembre n'ont pas mis fin à l'alliance stratégique entre gendarmes pétroliers saoudiens et gendarmes militaires américains. Mais il y a désormais suspicion mutuelle. Donc, vu de Washington, le continent africain peut prendre une certaine valeur par sa richesse et par sa localisation. Une carte, vous voyez, montre bien les routes maritimes utilisées pour le transport de pétrole et des matières premières, et elles sont toutes circum-africaines. On peut repérer les points de passage et les détroits de Gibraltar, Suez, Bab el-Mandeb, Canal de Mozambique, Cap de Bonne-Espérance. Donc, il faut assurer la sécurité des approvisionnements énergétiques. Alors pour ça, les États-Unis déploient leur 6e flotte en Méditerranée, dans le golfe de Guinée, la 5e dans le golfe d'Aden et l'océan Indien. À cela s'ajoutent maintenant plusieurs déploiements militaires terrestres et qui sont plus récents. En octobre 2002, donc un an après le 11 septembre, le Pentagone a ouvert une base à Djibouti, à Camp-Lemonnier, avec environ 1 millier d'hommes.
c'est une ancienne base française qui cohabite maintenant avec la plus importante base militaire qu'a la France à l'étranger, avec 2700 hommes. De là, les forces américaines peuvent mieux contrôler le canal de Suez, où passent chaque jour 40 navires de toutes sortes. Ils peuvent surveiller la Corne de l'Afrique, c'est-à-dire l'Érythrée, l'Éthiopie, la Somalie, le Yémen, et quand le Monnier est conçu pour la lutte antiterroriste dans la région. Car je vous rappelle que le Kenya a été la cible de plusieurs attaques terroristes, dont une en 1998 contre l'ambassade américaine à Nairobi. En 2000, le destroyer américain USS Cole a été attaqué au large du Yémen. Le 6 octobre 2002, attaque d'un pétrolier sous pavillon français, le Limbourg. Et puis, il est aussi envisagé d'installer une autre base à Bosaso, en face du golfe d'Aden. Ce qui, évidemment, pousse les Américains à s'y intéresser. La diplomatie américaine a également obtenu, en décembre 2002, des facilités d'accès aux aéroports éthiopiens et aux ports d'Érythrée. Et puis maintenant, de l'autre côté, dans le golfe de Guinée, il y a un autre projet de base à Sao Tomé et Principe. Et puis enfin, les États-Unis ont réorganisé leur programme d'assistance militaire en Afrique depuis le printemps 2002. Alors concrètement, cela veut dire qu'en plus de la formation de forces armées africaines à des missions d'interposition et d'assistance humanitaire, ce nouveau programme, qu'on appelle ACOTA, inclut désormais un entraînement offensif. Par exemple, en mars 2004, une opération a été menée par des troupes du Mali, du Tchad, du Niger, de l'Algérie contre le groupe salafiste pour la prédication et le combat, qui opère dans cette région du Sahel. Le groupe est soupçonné d'avoir des liens avec Al-Qaïda et plusieurs tonnes de matériel, des moyens aériens et de protection et une unité spéciale liée à la CIA ont été mises à la disposition par l'armée américaine pour réaliser cette opération interafricaine. Alors le continent africain ne faisait pas partie des priorités de Washington. Eh bien, l'interventionnisme énergétique et militaire des États-Unis s'y est développé et en très peu de temps. Et cela semble entrer évidemment en concurrence avec l'influence de la France. La France est l'une des anciennes grandes puissances coloniales. Par des accords de défense, Paris est lié au Cameroun, au Gabon, au Sénégal, à la Côte d'Ivoire notamment. Avec plusieurs États d'Afrique de l'Ouest, plus la Tanzanie et Madagascar, Paris est lié à des accords de coopération militaire. La France dispose également de 5 bases militaires, soit en tout quelques 6 000 hommes, ce qui ne tient pas compte des 4 000 hommes déployés en Côte d'Ivoire depuis 2003. Donc, est-ce qu'il y a véritablement concurrence ? En fait, les choses sont plus compliquées que ça. D'abord, Paris a peu à peu mis en place des accords de coopération à vocation régionale et non plus en bilatéral. Il y a aussi un cadre multilatéral d'action, comme l'ont montré les interventions françaises en République démocratique du Congo, dans le cadre de la politique étrangère de l'Union européenne en 2002, ou bien dans la crise ivoirienne en 2003, elle agit sous mandat de l'ONU. Et s'il y a rivalité, elle ne porte pas tant sur qui assure la stabilité de certains États africains, mais sur ce que l'on peut faire de cette stabilité, c'est-à-dire les réseaux commerciaux, les investissements, l'accès aux ressources, et bien sûr l'outil essentiel de la langue, c'est-à-dire la francophonie dans le cas de l'Afrique de l'Ouest. Alors que retenir de ces quelques éléments ? D'abord, la stratégie américaine sur le continent africain peut se résumer à l'exploitation des ressources minières et surtout énergétiques. Deuxièmement, la sécurisation des voies de communication pour garantir l'approvisionnement des États-Unis. Troisièmement, une telle orientation géographique et sectorielle des investissements fait qu'ils ont peu d'effet sur la croissance en Afrique. Pour être plus précis, sur le développement des Africains. Ce continent est riche, mais les Africains ne le sont pas. Et puis, il y a une piste de réflexion qu'il faudra creuser, c'est qu'il ne faut pas négliger l'influence grandissante des mouvements protestants américains évangélistes auprès des chrétiens d'Afrique. Alors, pour conclure, sachez que s'opère une réflexion sur les causes de l'échec des Américains en Somalie en 1992, et une autre qui est conduite des deux côtés de l'Atlantique sur cet échec majeur de la France, de l'Europe, des États-Unis et des Nations Unies de n'avoir pas su empêcher le génocide au Rwanda et sur ce qu'il conviendrait de faire si une autre crise de cette extrême gravité se profilait à nouveau.